Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième partie du cours qui a été consacrée au réseau hospitalier et le règlement intérieur des hôpitaux. Donc, avant de commencer la deuxième partie, on va faire un lien avec la première partie en rappelant la première composante des premières parties, donc les missions de l'hôpital. Donc, on a vu que l'hôpital public est organisé autour de quatre principales missions, à savoir une mission de diagnostic, de soins et de services, une mission de développement professionnel, une mission de santé publique et une mission de gestion. Deuxièmement, on a vu les typologies des hôpitaux, donc on a pu différencier selon quatre critères, donc les différents types d'hôpitaux. Donc le premier critère était la gamme des prestations et la nature des équipements. Donc on a pu différencier les hôpitaux généraux des hôpitaux spécialisés. Le mode de gestion comme deuxième critère, donc on a vu les segments et les OPH. Le champ d'action et niveau de prestation, donc on a pu différencier le niveau provincial, le niveau régional et le niveau interrégional, donc les trois niveaux de soins. La taille des établissements hospitaliers, donc on a pu voir qu'il y a des hôpitaux de moins de 120 lits, des hôpitaux de 120 à 240 lits et des hôpitaux de plus de 240 lits. Donc, partie de cette deuxième partie du cours, donc on va essayer de voir les apports des règlements intérieurs des hôpitaux. Donc, les apports des règlements intérieurs des hôpitaux. Donc, le règlement intérieur des hôpitaux est un document réglementaire parce qu'elle a été édité par un arrêté du ministère de la Santé. Alors, la différence du premier règlement intérieur des hôpitaux qui remontait en 1993, qui a été diffusé par circulaire ministérielle. Le règlement intérieur des hôpitaux conforte et consolide l'organisation en filière intégrée du système de soins. Donc, l'hôpital est un élément intégré dans la filière de soins. Donc, les hôpitaux font partie de la filière de soins. Les hôpitaux du ministère de la Santé constituent des éléments intégrés dans le système de soins. Le directeur de l'hôpital, il coordonne les relations de l'hôpital avec les autres composants de la filière de soins en concertation avec le DPS, le délégué provincial de la santé, notamment avec le SRES. Les apports des règlements intérieurs des hôpitaux toujours. Donc, le règlement intérieur des hôpitaux, il crée la fonction de direction hospitalière, donc une fonction en plein temps, une responsabilité explicite sur la conduite générale de l'établissement par le directeur, responsabilité sur la gestion technique, administrative et financière de l'hôpital. Nomination par le ministre sur proposition du directeur régional de la santé. Le règlement intérieur des hôpitaux, il renforce la gestion participative. Donc, on n'a plus ce directeur qui dirige tout seul un hôpital. Donc, il y a la notion de gestion participative. Donc, 11 instances qui participent à la gestion hospitalière. Positionnement différencié de ces instances selon le domaine. Donc, on a des instances de gestion, de conseil, d'appui, de coordination et de planification, à savoir donc les trois pôles de gestion, deux instances de planification et de coordination, deux instances de concertation et de conseil et deux instances d'appui avec les deux nouveaux services qui sont rattachés directement au directeur. Donc, on va voir en détail tous ces composantes. Le règlement intérieur des hôpitaux, il institutionnalise la fonction de planification hospitalière et renforce la gestion des ressources humaines. Le règlement intérieur des hôpitaux valorise la fonction accueil et admission pour la première fois, donc la création du service d'accueil et d'admission qui a pris la place d'une plaque tournante de l'hôpital avec un rehaussement du niveau de rattachement et une explicitation de ses attributions. Le règlement intérieur des hôpitaux, il consacre le médicament comme ressource
Donc, on peut voir dans l'article 64 des règlements intérieurs des hôpitaux qu'il est interdit aux médecins hospitaliers de délivrer des ordonnances prescrivant aux patients l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux vitaux disponibles et l'achat des spécialités pharmaceutiques dont les génériques sont disponibles à l'hôpital. Ça fait partie de la stratégie de renforcement des génériques. Le règlement intérieur des hôpitaux affirme l'approche multidisciplinaire dans la prise en charge des patients, donc à travers la création de départements médicaux et de leur responsabilisation sur les résultats de soins. Enfin, après que le décret d'organisation hospitalière ait consacré le territoire local, provincial ou régional comme critère de planification hospitalière, le règlement intérieur des hôpitaux consacre la capacité d'accueil ou la taille d'un hôpital comme critère d'organisation avec la création notamment des départements et services, donc à travers trois catégories d'hôpitaux, donc les hôpitaux qui sont inférieurs de 120 lits, les hôpitaux de 120 à 240 lits et les hôpitaux de 240 lits. Pour ce volet, on va voir ce volet dans la troisième partie de ce cours. Donc, le règlement intérieur des hôpitaux affirme les droits des patients à l'information, au consentement, donc à travers une charte des malades hospitalisés, et responsabilise la direction de l'hôpital sur la sécurité générale et la sécurité des patients à l'hôpital. Donc, cette disposition de droit des patients en hospitalisation et cette disposition de devoir des patients en hospitalisation, ces dispositions qui composent ce qu'on appelle la charte du malade hospitalisé. Donc aussi, le règlement intérieur des hôpitaux consolide les droits et devoirs du personnel hospitalier. Le règlement intérieur des hôpitaux formalise et instaure la fonction de gestion des risques à l'hôpital. Le règlement intérieur des hôpitaux valorise la communication interne et externe et formalise les relations avec les représentants des personnels ou des syndicats. Il indemnise les responsabilités pour les départements et les services. Enfin, le règlement intérieur des hôpitaux prévoit la mise en place d'outils et supports de renforcement de la gestion hospitalière. Deuxième partie, donc on va entamer la deuxième partie qui est l'organisation administrative hospitalière. Donc l'hôpital est dirigé par, comme on a vu, par un médecin chef ou un directeur nommé par le ministre de la Santé après avis ou après proposition du directeur régional de la santé. Donc il est aidé dans ses fonctions par, donc on a vu, trois pôles de gestion, 6 instances de planification, de coordination, de concertation et d'appui, et les deux nouveaux services, à savoir le service d'accueil et d'admission, le SAA, et le service de la pharmacie hospitalière. Ces deux services qui sont rattachés directement au directeur de l'hôpital. Donc, pour ces points, qu'on va voir ultérieurement. Donc, c'est très important de retenir les détails pour pour les pôles de gestion et les instances parce qu'ils sont toujours sujets à des questions QCM dans les examens d'aptitude professionnelle. Donc, schématiquement, l'hôpital est, comme on a vu, il est dirigé par un médecin-chef ou un directeur avec trois pôles de gestion, donc à savoir le pôle des affaires médicales, le pôle des affaires administratives et le pôle des soins infirmiers, avec deux services rattachés directement, deux services médico-techniques qui sont rattachés directement au directeur, donc le service de la pharmacie hospitalière et le service d'accueil et d'admission, avec les 6 comités, donc deux comités de planification et de gestion, donc le comité de gestion et le comité d'établissement,
deux instances d'appui, donc le comité de suivi et d'évaluation et le comité de lutte contre les infections nosocomiales, et les deux conseils, donc le premier conseil de CMTP ou le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, avec une relation fonctionnelle avec le pôle des affaires médicales, et le conseil des infirmières et infirmiers qui est en relation avec le pôle des soins infirmiers. Les pôles de gestion, mission et organisation. Commencer par les pôles de gestion, donc publication du décret d'organisation hospitalière en 2007. Donc l'administration de chaque centre hospitalier et de chaque hôpital, le composant est organisé en trois pôles de gestion. Le pôle des affaires médicales, soins infirmiers et affaires administratives. Publication de l'arrêté de Madame la ministre de la Santé numéro 456 du 11 du 6, 456 11 du 6 juillet 2010 portant règlement intérieur des hôpitaux. Donc, le règlement intérieur des hôpitaux est défini les attributions et l'organisation de chaque pôle de gestion. Donc, le pôle des affaires médicales. Pour ces missions, donc les différentes missions, donc on ne peut pas trop s'attarder. Donc, coordination, planification des activités et programmes de soins et de services médicaux, évaluation de la qualité et la performance des soins, formation continue du personnel médical et contribution à la formation continue du personnel paramédical ou infirmier, contribution à la prévention des infections et à l'hygiène des établissements et planification et gestion des ressources destinées au personnel médical. Donc, le pôle des affaires médicales est organisé en deux ou plusieurs bureaux selon le volume d'activité de l'hôpital, donc à savoir le bureau d'organisation de soins médicaux et le bureau d'évaluation de la qualité de soins et de services. Le chef de pôle des affaires médicales est un médecin avec un critère d'ancienneté, une formation en gestion, une expérience en gestion hospitalière et une bonne moralité. Le pôle des soins infirmiers, le PSI, donc mission, la même chose que le pôle médical, donc coordination, planification des activités et programmes de soins et de services paramédicaux ou infirmiers, planification et gestion des ressources destinées au personnel infirmier, évaluation de leur qualité et la performance des soins et des services infirmiers, contribution à la prévention des infections nosocomiales, contribution à l'élaboration et au suivi des programmes d'éducation sanitaire, et enfin contribution au développement de la recherche en soins infirmiers. La même chose donc pour son organisation, donc deux ou plusieurs bureaux selon le volume d'activité. Donc le bureau d'organisation des soins paramédicaux, donc toujours je préfère dire des soins infirmiers, bureau d'évaluation de la qualité et de la performance des activités de soins infirmiers. Les critères donc de nomination d'un chef de psy, donc le chef de psy doit être un infirmier diplômé d'État, donc avec le changement, avec le nouveau statut, donc un infirmier ou technicien de santé, avec un critère d'ancienneté, avec la formation en gestion et une expérience en gestion hospitalière et une bonne moralité. Pour ses attributions, donc les attributions du chef de pôle des soins infirmiers, donc il doit valider les listes de garde et d'astreinte des infirmiers élaborées par les chefs de département et unités de soins et de services, élaborer le programme de formation continue des infirmiers en concertation avec le pôle des affaires médicales, participer à l'encadrement des infirmiers stagiaires, mettre en œuvre les recommandations du Conseil des infirmiers et infirmières après leur approbation par le directeur. Le pôle des affaires administratives, le PAA, donc pour ses missions, il doit assurer la gestion des ressources humaines et financières et assurer la gestion des services techniques et de maintenance. Il contient 3 bureaux, parfois 4 selon le volume d'activité du pôle. Donc, le bureau de gestion des ressources humaines, le bureau de gestion financière et comptable et le bureau de logistique et de maintenance.
Le chef de pôle des affaires administratives et doit être un administrateur au moins échelle 10, ancienneté d'au moins 2 ans, formation en sciences juridiques ou économiques ou équivalente souhaitable. Il doit assurer le suivi et l'évaluation des activités du pôle, veiller à la cohérence des activités avec la mission de l'hôpital et enfin mettre en œuvre les recommandations des instances de concertation et d'appui qui sont en rapport avec les activités de son pôle lorsqu'elles sont approuvées par le directeur, donc le chef de pôle des affaires administratives, c'est en quelque sorte l'économe, donc Mouchkara, donc il doit mettre en œuvre les recommandations à travers le budget dont il dispose. Le service de pharmacie hospitalière, donc on a vu les 3 pôles de gestion, donc on va voir maintenant le service de pharmacie hospitalière. Donc la pharmacie hospitalière dans le règlement intérieur des hôpitaux 2011, donc elle constitue la première réglementation relative à la pharmacie hospitalière. Un repositionnement du service de la pharmacie hospitalière dans l'organisation hospitalière. Il érige la pharmacie hospitalière en service quelle que soit la catégorie de l'hôpital. Il définit clairement la mission et les fonctions de la pharmacie hospitalière et valorise le statut des pharmaciens hospitaliers. Donc, la place et relations fonctionnelles de la pharmacie dans un hôpital. Donc, comme on a dit, la pharmacie, le service de pharmacie hospitalière, il est devenu directement rattaché au directeur, d'accord, avec des relations, donc avec le PAM, le PAA, le CMDP et la direction. Le service de pharmacie hospitalière est représenté dans le comité d'établissement, le comité de suivi et évaluation, le CMDP et le CLA, et les relations avec les départements et services en matière d'approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux. Pour l'émission de la pharmacie hospitalière, donc, il doit assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'hôpital, la préparation, le contrôle, la détention, la distribution et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux et veiller à la préservation de leur qualité. Le service d'accueil et d'admission des SAA. Donc, dans un contexte, le décret d'organisation hospitalière de 2007, la réforme du financement du système de santé, donc avec la généralisation des remèdes et la mort, la nouvelle organisation hospitalière, donc la revalorisation, donc il est devenu, comme on a dit, il est érigé en service avec un repositionnement, donc un service médico-technique qui est rattaché directement au directeur de l'hôpital sous la responsabilité d'un médecin. C'est pour la première fois, donc on a mis un service administratif sous la responsabilité d'un médecin. On va voir pourquoi. Définition de l'organisation section, donc une nouvelle organisation du service, formalisation des activités et centralisation de l'information. Donc, schématiquement, l'organigramme des SAA, donc le SAA avec une relation fonctionnelle avec le comité de suivi et évaluation et une représentation dans le comité d'établissement. Donc, il contient 4 sections. Donc, la section d'accueil, information et orientation, la section admission, facturation, la section de recouvrement et la section de gestion de l'information hospitalière. La nouvelle organisation du SAA, donc en fonction de la taille de l'établissement et du volume d'activité, donc on peut avoir 3 sections et 5 sous-sections pour les hôpitaux de moins de 120 lits, 4 sections et 4 sous-sections pour les hôpitaux entre 120 et 240 lits et 5 sections et 4 sous-sections pour les hôpitaux de plus de 240 lits. C'est un petit détail qui peut servir.
dans tous les cas, les 6 fonctions dévolues au SAA doivent être assurées. Donc, on va voir si ces fonctions dans un schéma. Et l'identification précise des fonctions, rôles et tâches dévolues à chaque section et sous-section. Automatiquement, donc l'organisation générale, les relations section, sous-section et fonction. Donc, la section d'accueil avec une fonction d'accueil, information et orientation des patients et de leur famille. Section admission, facturation, gestion des rendez-vous, avec une première sous-section, la sous-section des services rendus à titre externe, donc avec la fonction de gestion des rendez-vous effectifs, la sous-section des admissions, facturation en hospitalisation, donc avec deux fonctions, fonction de gestion des actes médicaux, légaux et morgues. Donc c'est pour ça pour cette raison qu'on a nommé un médecin à la tête du SAA. La fonction admission et facturation. Pour la section du recouvrement, donc il y a la fonction de recouvrement. Pour la section de gestion, donc il y a une sous-section de la statistique et de l'informatique avec la fonction de gestion de l'information hospitalière, une sous-section de l'archivage. Donc si fonctions, donc la fonction accueil, information et orientation, fonction recouvrement, fonction gestion des rendez-vous et effectifs, fonction de gestion des actes médicaux, légaux et morgues, fonction administration, facturation et fonction de gestion de l'information hospitalière. Donc, on va passer maintenant aux instances. Donc, plus de détails pour les instances, plus de détails à retenir. Donc, pour la composition, pour la présidence, pour le nombre de réunions et surtout pour le secrétariat. Donc, il faut faire attention avec tous ces détails. Tous ces détails ressortent au niveau des questions. Les instances, donc on va voir que la création des instances pour assister et appuyer le directeur de l'hôpital dans l'accomplissement de ses missions. Quelles sont ces instances? Donc les instances mises en place par le règlement intérieur des hôpitaux. On peut différencier deux instances qui ont une mission de planification et de coordination, à savoir le comité d'établissement et le comité de gestion. Deux instances qui ont une mission de conseil et de concertation, donc le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, donc CMTP, le conseil des infirmiers et des infirmières. Deux instances d'appui, donc le comité de suivi et évaluation et le comité de lutte contre les infections nosocomiales, comme on a vu dans l'organigramme. Donc, on va essayer de détailler chacune de ces instances. Le comité d'établissement, il est composé, il est présidé par le directeur de l'hôpital et composé les trois chefs de pôle. Donc, le chef de pôle des affaires médicales, soins infirmiers et affaires administratives. Le responsable de la pharmacie, donc le responsable du service de pharmacie hospitalière, qui est un pharmacien. Le responsable du service d'accueil et d'admission. Le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Le président du conseil des infirmiers et infirmières. Et un représentant des délégués du ministère de la Santé à la préfecture, aux provinces chef-lieu de l'hôpital. Le comité d'établissement peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile en fonction du sujet traité. C'est valable pour toutes les instances, donc ils peuvent inviter à leur réunion toute personne jugée utile. Le comité d'établissement se réunit à l'initiative de son président une fois par trimestre. Donc, on va voir la fin de la présentation un calendrier des différentes réunions des instances. Donc, autant de fois que les besoins existent. Donc, moi, ça fait une fois par trimestre et autant de fois que le besoin existe. Le comité de suivi et évaluation, deuxième comité, donc il est composé de représentants des PAM et le représentant des PSI et le représentant des PAA, des responsables des SAA et des responsables de la pharmacie hospitalière. Donc, le comité est présidé par le directeur et se réunit une fois par trimestre.
Le secrétariat est assuré par le responsable du service d'accueil et d'admission. Donc, à retenir qu'il est présidé par le directeur. Il se réunit une fois par trimestre et son secrétariat est assuré par le responsable DSA. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, donc il est composé des représentants élus des médecins dentistes et des pharmaciens en fonction de l'hôpital à raison de 2 représentants par département ou service. Donc chaque département ou service, il y a 2 représentants. 2 représentants des autres services qui ne relèvent pas des départements. Le directeur de l'hôpital et le chef de PAM font partie d'office des comités. Donc, le directeur Mal, chef de PAM, Darlene, d'office, donc de droit, le CMDP. Les membres du CMDP, ils élisent parmi eux un président. Donc, le président du CMDP, il est élu parmi les membres. Le conseil se réunit une fois par trimestre et autant de fois que les nécessités l'exigent. Le secrétariat du conseil est assuré par le chef de PAM. Donc, le PAM, le CMDP, on a vu la composition. Donc, le directeur, en plus le directeur et le chef de PAM, ils font partie d'office. Les membres, le président, c'est un président élu. Le conseil se réunit une fois par trimestre et son secrétariat est assuré par le chef le PAM. Le conseil des infirmiers et des infirmières, donc ça nous intéresse, nous, infirmiers, donc la composition d'ILO. Le conseil des infirmiers et infirmières composé, donc à la différence le CNTP, donc fait 2 moitiés. Pour une première moitié, des responsables des pôles des soins infirmiers, donc le chef de psy, des infirmiers chefs au département et des infirmiers chefs au service. La deuxième partie, donc la deuxième moitié d'ILO, ce sont des représentants élus du personnel infirmier, des techniciens et des assistants médicaux lorsqu'il existe. Les membres du conseil, donc la même chose que le conseil des médecins et des dentistes et pharmaciens. Donc le président du conseil est une personne qui est élue parmi les membres du conseil. Le conseil se réunit une fois par trimestre et autant de fois que les besoins l'exigent. Son secrétariat est assuré par le chef de pôle des soins infirmiers. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales, donc le CLIN comme 5e instance. Donc le comité de lutte contre les infections nosocomiales, il comprend le directeur de l'hôpital, les 3 pôles de gestion, le président de CMDP, le responsable des structures médico-techniques suivantes, donc à savoir le labo, la pharmacie hospitalière, un médecin de chacune des spécialités disponibles à l'hôpital, l'épidémiologiste en fonction à l'hôpital lorsqu'il existe, un ingénieur biomédical, le représentant de l'équipe opérationnelle de l'hygiène. Donc, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, son président est désigné parmi les membres, donc il est élu parmi les membres. Il peut faire appel à toute personne, donc la même chose qu'on a dit pour les autres instances. Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois en cas de besoin. Le secrétariat des CLIN est assuré par le chef de pôle des affaires médicales. Un mot pour l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, donc l'IEH. Donc, pour l'opérationnalisation des recommandations du CLIN, l'établissement hospitalier est tenu de mettre en place une équipe opérationnelle d'hygiène, IEH, et désigne au niveau de chaque service de soins un référent, un correspondant. Donc, l'IEH est composé surtout par un médecin et un infirmier et le technicien d'hygiène lorsqu'il existe dans l'hôpital. Le dernier comité qui est le comité de gestion du centre hospitalier. Donc, pour sa composition, donc on différencie entre le centre hospitalier préfectoral provincial et le centre hospitalier régional.
Donc, lorsque le centre hospitalier est préfectoral ou provincial, le comité de gestion est présidé par le délégué du ministère de la Santé à la province ou préfecture, siège du centre hospitalier concerné et comprend les membres suivants. Donc, le directeur du centre hospitalier concerné, les directeurs des hôpitaux composant le centre hospitalier, dans le cas où un centre hospitalier contient plusieurs hôpitaux. Les chefs des pôles de gestion de chaque hôpital, le médecin, donc les chefs de pôle, donc ça veut dire les chefs de pôle des affaires médicales et affaires administratives et le chef de psy de chaque hôpital. Le médecin chef de SIAP, donc le médecin chef d'ISRES actuellement, les présidents des CMPP et des CI. Donc on a dit des présidents, bon, toujours dans le cas, les Kikonadna, un centre hospitalier fait plusieurs hôpitaux. Pour l'hôpital, le centre hospitalier régional. Donc, dans ce cas, le comité de gestion est présidé par le délégué du ministère de la Santé à la préfecture, aux provinces, chef-lieu de la région et comprend, outre les membres cités. Donc, avant de passer à la composition, donc à la question à l'occasion de plusieurs fois, donc avec des réponses contradictoires. Donc, pour le règlement intérieur des hôpitaux, c'est la bonne réponse. Il y a la présidence, le conseil de gestion d'un centre hospitalier régional, c'est le délégué du ministère de la Santé à la préfecture, aux provinces chef-lieu de la région. Dans d'autres documents, le manuel ou le guide d'implantation le règlement intérieur des hôpitaux, il est présidé par le directeur régional qui est une réponse qui est fausse. Donc, la bonne réponse qui est la question, c'est le délégué du ministère de la Santé à la préfecture province chef-lieu de la région qui préside le conseil de gestion des centres hospitaliers régionaux. Pour sa composition, donc, il est composé des délégués du ministère de la Santé, préfecture et province de la région, des médecins chefs du SIAP ou la DISRES, des préfectures et provinces, les directeurs du CHP de la région, les chefs de pôle de gestion de chaque hôpital, le président du comité de gestion peut faire appel à titre consultatif à toute autre personne dont il juge la présence utile. Donc, pour terminer ce cours, donc les outils et supports de gestion hospitalière qui sont les réunions. Donc, la fonction de coordination est une fonction clé dans le management hospitalier. Elle figure 3 fois dans les attributions du directeur. Le cadre formel dans lequel s'exerce cette coordination est représenté essentiellement par les réunions, le système d'information et le reporting. À ce titre, le règlement intérieur des hôpitaux, il prévoit 6 types de réunions formelles au cours de l'année, donc 22 réunions en tout, donc 5 réunions trimestrielles qui concernent le conseil, le comité d'établissement, le comité de suivi et évaluation, le CMDP, le CI et le CLIN, et une réunion semestrielle qui concerne le conseil de gestion en tout 22 réunions réglementaires. Le calendrier réglementaire des réunions pour les 12 mois. Donc, le comité d'établissement se réunit 4 fois par an. Donc, le mois 2, 5, 8 et 11. Le comité de suivi et évaluation 4 fois aussi par an. Donc, le mois 1, 4, 7 et 10. Le CMDP et le CII, donc 4 fois par an. Le CLIN aussi. Et le conseil de gestion, le seul qui se réunit 2 fois par an. Donc, ce sont des réunions semestrielles. Le comité de suivi et évaluation et le CLIN, ce sont des instances d'appui. Donc, ils se réunissent toujours un mois avant le comité d'établissement et le comité de gestion pour donner à ces deux instances les recommandations et les
les statistiques ou la performance hospitalière. Pour la relation des organes de gestion avec les instances de concertation et d'appui, donc le PSI, donc il a 4 réunions au niveau du comité d'établissement, 4 réunions au niveau de comité suivi et établissement à travers un représentant, 4 réunions pour le CI, 4 réunions pour le CLIN et 2 réunions pour le comité de gestion. Donc, en tout, 18 réunions. La même chose pour le PAM, donc, sauf que pour le PAM, c'est le CMDP, c'est pas le CI. Pour le PAA, 14 réunions, donc 4 réunions pour le comité d'établissement, 4 réunions pour le conseil, le comité de suivi et évaluation, 4 réunions dans le CLIN et 2 réunions dans le comité de gestion. Et pour le service de pharmacie hospitalière, donc il est représenté dans 16 réunions, donc le comité d'établissement, le comité de suivi et évaluation, le CMTP, le CLIN. Ensuite, enfin, le SAA est représenté donc dans 8 réunions. Donc, il est représenté dans le comité d'établissement et le comité de suivi et évaluation. Ainsi prend fin ma présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre patience. C'était un peu long, mais il faut, comme j'ai dit, il faut insister sur les détails surtout pour les instances de concertation et d'appui. Et je vous remercie une deuxième fois et je vous retrouve dans la troisième partie de ce cours très prochainement. Au revoir.